Merci de nous recouvrir une fois de plus pour cette nouvelle sortie de Santé Plus sur Dark TV. Nous sommes ce soir avec le docteur Loïs Grasse, médecin généraliste. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gilles. Alors docteur, avec vous, on va parler de la drépanocytose, cette pathologie qui touche des milliers de personnes au Mali, en Afrique et des millions dans le monde de façon générale. Oui. Mais avant qu'on commence à parler de la drépanocytose, j'aimerais avoir votre avis sur un sujet, on va dire un sujet d'actualité. On est en plein dans les festivités liées à la Journée internationale des femmes qui s'est tenue le 8 mars. Alors, d'après vous, quelle est la place que la femme devrait occuper dans notre société aujourd'hui? Ok. Merci pour la question, Gilles. Ça, c'est une très belle question. D'autant plus que je suis une femme et que ce mois de mars, nous célébrons la femme. Bon, pour répondre à cette question, je dirais que aujourd'hui, encore plus que jamais, la femme occupe un rôle central. Elle occupe un rôle central dans la société. Pouvons le voir dans la politique, dans l'économie, dans la santé, dans presque tous les domaines. La femme est en train d'occuper des grands postes. Elle n'est plus comme avant où elle se morfondait à la maison à faire des tâches, mais elle ose. Elle commence à occuper des places, des postes dans la société. Donc je dirais que de nos jours, la femme n'est pas que le pilier de la famille. Elle commence à être une actrice du changement. Le pilier de la société, en plus d'être le pilier de la famille. Elle commence vraiment à être une actrice du changement dans la société. Alors, je suppose que vous êtes un exemple de cette action dans le changement. Vous pouvez le dire. Alors, docteur, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler de la drépanocytose. Oui. Première question, c'est quoi la drépanocytose? Ok, c'est très simple. Pour vous expliquer, la drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang. Elle est héréditaire. Elle est caractérisée par une malformation des globules rouges qui a une forme falciforme. Là, on a deux types de globules rouges. Okay. On a des globules rouges qui sont bien constitués dans la figure 1. Maintenant, dans la figure 2, on a des globules rouges anormales caractéristiques de drépanocytose. Donc, normalement, les globules rouges sont biconcaves, elles sont rondes, elles ont une durée de 120 jours et elles sont appelées hémoglobine A. Elles sont très souples et peuvent facilement circuler dans le sang. Mais dans la drépanocytose, on remarque que ces globules rouges changent de forme et elles deviennent là, vous voyez, comme une forme de croissant, une forme de demi-lune. Et leur durée de vie, elle diminue. Elle varie entre 10 à 20 jours. Elle est appelée hémoglobine S. Donc, en gros, on peut dire que la drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang caractérisée par une forme anormale des globules rouges. D'accord. Quelles peuvent donc être les causes d'une telle maladie dans le sang? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les globules rouges changent de forme? Ok, très belle question. Comme on a dit, c'est une maladie génétique. Okay. C'est une maladie. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque être humain, vous comme moi, on possède ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Patrimoine génétique, c'est-à-dire que vous avez appris qu'on a chacun des chromosomes. Voilà, c'est ça le patrimoine. Moi, je l'ai appris. Tout le monde en a, ça c'est sûr. Tout le monde en a. Donc, on a chacun ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Et c'est sur ce patrimoine génétique-là qu'inscrit toutes les informations concernant la couleur, la taille, la longueur des cheveux, toutes ces choses-là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est sur ce patrimoine génétique qu'il y a une mutation. Mutation, c'est-à-dire encore une modification du gène normal. Donc, on va aller sur le chromosome 11. Sur ce chromosome-là, il y aura une mutation du gène HBB. Voilà. Donc, cette mutation-là, sur ce gène, va entraîner la drépanocytose. Alors, docteur, je vous arrête un instant. Chaque fois que les mots vont être lourds, je vais devoir vous interrompre pour nous aider à mieux comprendre. Vous avez parlé du gène HBB. Voilà. Est-ce que de façon simple, on peut dire à nos téléspectateurs, c'est quoi le gène HBB? Là, vous m'emmenez à répondre. C'est bon. De façon simple, un mot aussi, on peut avoir un mot terre à terre pour dire comme ça. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, les chromosomes possèdent le matériel génétique. Okay. Et sur ces chromosomes, il y a des gènes. Okay. Donc, le gène HPB, simplement, c'est le gène qui code pour la bêta-globuline de l'hémoglobine.
Donc c'est ça. Son rôle, c'est codé pour la bêta-globuline de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le sang. Ok. Donc, tu vois, c'est une partie du sang. Donc je ne sais pas quel mot exactement utiliser, mais c'est ce que je pourrais dire en gros. D'accord. Enfin, c'est un gène qui a un rôle prédominant dans la formation, on va dire comme ça. Voilà, exactement. D'accord. Allez, poursuivez avec ok, donc votre question, c'était exactement les causes. Donc, c'est ça, cette modification-là, c'est ça la cause, la modification-là qu'il y a sur le gène, le chromosome 11. Mais maintenant, en ce qui concerne la transmission, donc la cause pour que ça arrive, pour qu'un être humain ait cette maladie, en fait, cette maladie est appelée maladie autosomique récessive. Je vais vous expliquer les mots. Ok, quand on parle de autosomique, ça veut dire que c'est une maladie qui peut atteindre les hommes comme les femmes. Donc, il n'y a pas de préférence de sexe. Donc, je m'en vais la dire, généralement, on donne, quand un enfant a souvent une telle maladie, on attribue la responsabilité à la mère. On dit que c'est à cause de la mère, que c'est à cause de toi que tes enfants sont malades. Mais non, là, c'est une maladie qui touche les hommes et les femmes. Et également, c'est une maladie autosomique récessive. Récessive, pourquoi? Parce que pour que le gène s'exprime chez quelqu'un, il va falloir que le père comme la mère donne le gène S, c'est-à-dire le gène de cette maladie. Donc, comme je vais réexpliquer, donc pour qu'un enfant ait la maladie, il faudrait que ses deux parents aient soit porteurs, soit aient la maladie, ou bien soit porteurs du gène S. Donc, en gros, c'est chacun des deux parents qui donne la maladie. C'est chacun des deux parents qui donne la maladie. C'est la combinaison des deux. C'est pas juste une personne qui donne la maladie. Donc là, on était dans les causes. Oui. Alors, docteur, est-ce que... Attendez, si vous permettez, bien sûr, je m'en vais vous expliquer. Voici également un peu un mode de transmission que j'ai essayé de matérialiser. Là, on appelle ça, je pourrais dire, c'est un pédigré. C'est comme l'arbre généalogique, on va dire. L'arbre généalogique. C'est mieux de dire ainsi. D'accord. Cet arbre généalogique va vous montrer un peu, ça c'est des hypothèses, si des parents sont. Donc, notez que AA, c'est l'hémoglobine A. Donc, le globule rouge est normal. Ok. AS, il est porteur de S, mais lui, il n'est pas malade. Il ne fait pas la maladie. SS, lui, il est malade. Donc, dans notre première ligne, on a deux parents qui sont sains, qui sont normaux, désolé. Et là, ils vont donner un enfant 100% normal. Si cet enfant-là prend une personne qui est porteuse, c'est-à-dire AS, on va remarquer que elle a 50% de chances de donner des enfants AA et 50% de chances de donner des enfants porteurs. Maintenant, on va prendre la troisième, la dernière ligne. Si cet enfant porteur-là va avec quelqu'un qui est déjà malade, là, il a 75% de chances de donner des enfants SS et 25% de chances de donner des enfants AS. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Il faut noter que AS, c'est des porteurs, on va dire peut-être porteurs sains, si on peut le dire ainsi. C'est ça. C'est juste des gens qui ont je ne sais pas si on va dire le gène S ou... C'est ça, c'est ça. Voilà, merci. Vous pouvez le dire. Des gens qui ont le gène S, mais qui ne font pas forcément la maladie. D'accord, docteur, on poursuit. Vraiment, cette émission est très intéressante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Allez, on continue, docteur. Est-ce que dans certaines maladies, il y a des signes apparents? Pour certaines maladies, il y a des signes apparents. Est-ce que dans le cas de la drépanocytose, c'est le cas? Oui, dans le cas de la drépanocytose, c'est le cas et ça apparaît très tôt. Notez d'abord que la drépanocytose, c'est une maladie, on va dire, si je peux le permettre, à vie. C'est-à-dire que quand un enfant naît déjà avec, on doit préparer cet enfant à vivre avec ça toute sa vie. Donc, c'est une maladie très lourde, très difficile. Et l'espérance de vie est diminuée même à cause de cette maladie. Donc, il y a des symptômes visibles. Premier symptôme clinique visible, c'est un enfant qui a une anémie chronique. Quand on dit anémie, c'est une diminution du sang. Donc, un enfant qu'on aura toujours besoin de perfuser, de faire des transfusions sanguines. Là, il faut commencer à regarder son électrophorèse. Il y a des douleurs aiguës. Donc, là, il y a des douleurs dues à ces malformations d'hémoglobine, donc des douleurs aux articulations, des douleurs au niveau des os qui sont vraiment aiguës. Et notez que ces enfants-là, c'est parfois difficile les températures extrêmes. Quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, ça provoque
ces douleurs-là. Donc, ce sont des enfants vraiment à prendre avec beaucoup de... C'est délicat. Donc, étant donné que le sang, notre sang, c'est un peu... c'est le centre de... C'est contient les éléments qui combattent dans notre organisme. Et si ce sang est défectueux, normalement, l'organisme ne pourra plus combattre normalement. Donc, ces enfants sont très vulnérables aux infections. Ils seront vulnérables aux infections. Et ils auront des retards de croissance. Ça, c'est des symptômes qui sont visibles dès le départ. Maintenant, après, plus ces symptômes-là se manifestent, il y a des complications. Il y a des complications à long terme. Notamment, parfois, certaines personnes, il y a des AVC qui peuvent survenir. Il y a des crises vaso-occlusives caractéristiques de la drépanocytose. On va s'arrêter encore. D'accord. Pour expliquer ce que on va expliquer. Tout à l'heure, je vous ai montré la malformation au niveau des globules rouges. Ces globules rouges-là, contrairement à ce qu'on a, ces globules rouges vont avoir du mal à se déplacer dans l'organisme et vont parfois créer des obstructions, vont parfois boucher des artères. D'accord. Donc, c'est ce fait de boucher, c'est cet effet-là qui va parfois créer des crises vaso-occlusives dans l'organisme. Vous voyez? Donc, c'est ça. On a également le syndrome thoracique aigu, on a le priapisme, et on peut avoir également, vous voyez, à la longue d'avoir des infections fréquentes, il y aura des infections sévères qui vont se placer. Donc, notamment au niveau des poumons, au niveau des reins, il y aura beaucoup d'infections. Il y aura un retard de pubertaire chez le jeune. Il y aura également une diminution de l'espérance de vie, comme je vous ai dit. Il y aura des dommages qui seront créés sur plusieurs organes. Donc, c'est un peu ça, si je peux dire. Donc, il y a d'abord des symptômes visibles très tôt, et après, ces symptômes-là donnent des complications que je vous ai... Alors, docteur, vous avez là, c'est des conséquences, c'est des conséquences médicales, on va le dire ainsi. Mais j'aimerais vous poser une question parce que j'ai souvent personnellement entendu des gens qui étaient AS dire que le fait qu'ils soient, il le disait comme ça, le fait qu'ils soient moitié drépanocytaires, ça leur causait souvent des problèmes de santé. Est-ce que c'est vrai? Ou alors c'est juste une exagération de leur part? Ce n'est pas une exagération, je dirais que ça peut être vrai. Vous savez, nous sommes différents. Je peux être AS et ne pas présenter ces symptômes-là. Du moins, ne pas avoir des séquelles de ce AS. Et vous pouvez être AS, vous avez des séquelles. Notez que déjà la présence de ce S-là montre que le nombre de vos globules rouges le nombre n'est pas comme une personne qui est AA. C'est-à-dire que même si l'impact n'est pas comme celui qui a SS, vous avez quand même un impact en fait dans votre organisme, comment dire, on va dire la quantité de sang. Vous avez un impact dans la quantité de sang. Et qui dit déjà impact dans la quantité de sang, dit déjà impact sur la santé de façon générale. C'est ça. Donc, du coup, ces personnes-là peuvent avoir raison. Notez que lorsque on reviendra, quand on va faire au niveau du... On reviendra après, mais je veux noter que ces personnes, je peux être AS, mais mon taux d'hémoglobine S est peut-être à 10%. Vous pouvez être AS, mais votre taux est à 25%. Donc, c'est vraiment, vraiment personne dépendante. Alors, docteur, on a parlé, on a dit c'est quoi la drépanocytose, on a parlé des causes, des conséquences, des complications. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne guérit pas de la drépanocytose, mais comment on s'en sort? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des traitements qui permettent aux drépanocytaires de vivre normalement, ou du moins de ne pas beaucoup ressentir les effets de la maladie sur eux? Ok, merci Gilles pour la question. Donc, il y a les traitements. La médecine a pourvu des traitements. Il y a des traitements de base, c'est-à-dire que des traitements qui, vu qu'on connaît déjà la plupart des symptômes, il y a des traitements un peu préventifs, comme on dit préventif. Donc, on donne le traitement avant que la maladie n'arrive. Notamment, on demande aux drépanocytaires de beaucoup s'hydrater. Beaucoup s'hydrater. Il faut boire de l'eau. Il faut avoir une alimentation équilibrée et saine.
en mangeant beaucoup de fer, beaucoup de légumes, parce que le fer est un élément important dans la production du sang. Du sang, effectivement. Voilà. Donc on demande d'avoir une bonne hydratation, une bonne alimentation. En plus de ça, il faut parfois des suppléments en acide folique. Acide folique, pourquoi? C'est toujours pour aider le sang, en fait, le corps à produire le sang. Vitamine D, pourquoi? C'est pour aider les os. Vitamine D et calcium. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui entraîne beaucoup de douleurs. Donc c'est vraiment pour aider à la croissance des os. Donc maintenant, pour prévenir les infections, parce qu'on a parlé d'infections aussi, ce sont des personnes qui doivent se vacciner. Programme élargi de vaccination, toutes les vaccinations, ces personnes-là, ces enfants-là doivent suivre ces vaccinations. Okay. Il y a également les antibiotiques prophylaxiques. Prophylaxiques, c'est-à-dire avant, en fait. Donc, avant que la maladie l'attention des personnes qui sont sous antibiotiques. Maintenant, il y a, comme je vous ai parlé tout à l'heure des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire des douleurs. Donc, qui dit douleur, dit antalgique. Donc, à ces personnes-là, il y a des antalgiques, des antidouleurs pour leur permettre de gérer la gestion de ces crises. Également, il y a des transfusions sanguines parce que c'est pour aider le corps à augmenter. Je vous ai parlé d'anémie chronique. Donc, qui dit anémie, qui dit diminution de sang, dit transfusion sanguine. Là, ce sont des méthodes, je vais dire préventives, de base qu'on applique. Maintenant, il y a des méthodes un peu plus spécifiques, des traitements un peu plus spécifiques. Donc, je vais là d'abord vous citer l'hydrosurie. L'hydrosurie ou encore hydroxycarbonamide. En fait, la science, elle est merveilleuse. Ce traitement-là, il va aller stimuler l'hémoglobine fœtale. Dans depuis en fait, la genèse de l'hémoglobine. Donc, depuis là, ça va cibler cette hémoglobine et ça va empêcher que ces hémoglobines-là se transforment, ne se falsiforment, on va le dire comme ça. Donc, ce traitement-là. Il y a également... Arrêtons-nous un peu là-dessus. C'est très intéressant ce que vous dites. Donc, ça veut dire que une fois que ça va cibler chez l'embryon, chez le fœtus. Non, c'est pas. Les adultes aussi le prennent en fait. Ce n'est pas que c'est les adultes. Justement, je voulais savoir s'il y a un enfant qui naît dans ces conditions, qui a pris ce médicament-là. Est-ce que quand il grandit, il a moins de complications? Je vous ai dit tout à l'heure que le sang se produit normalement chaque 3 mois. C'est pas le sang, votre sang que vous avez, c'est pas, vous l'aurez pas jusqu'à la fin. Genre chaque 3 mois, l'organisme, notre organisme a l'intelligence de renouveler le sang. Donc c'est pas, donc s'il le prend enfant, il ne l'aura pas, c'est pas à vie que vous voyez, vous comprenez. Donc en fait, vous savez, tout traitement a des effets secondaires. Vous voyez, donc il y a des conditions pour l'application de ces traitements. Sachez que c'est comme le revers de la monnaie. Ce traitement, certes, il est efficace, il va donner de bons globules rouges, mais il aura également des effets sur le centre de production des globules rouges. Donc pour l'appliquer, il faut des conditions qui soient réunies. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Bon, pour poursuivre avec les traitements. D'accord, donc il y a la chrysalide. Désolée, les thèmes scientifiques sont un peu... voilà. Si vous-même ça vous dérange, imaginez les profils. Il y a Voxelotor. Donc ce sont des traitements en gros qui vont jouer ce rôle. Mais malheureusement, si je vais le dire comme ça, ce sont des traitements assez coûteux. D'où le fait qu'ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Vous voyez. Donc c'est un peu difficile. Donc voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la greffe de moelle osseuse. La greffe de moelle osseuse, c'est un traitement qui, je peux dire, quand même peut traiter, parce que ça va jusqu'à l'origine de la production du sang. Qui peut, ça va changer, ça va, comment dirais-je, ça va permettre la bonne production maintenant des éléments du sang. Mais ce traitement-là, il a beaucoup de conditions. Notamment, il faudrait que la personne qui vous donne cette moelle osseuse soit de la même famille. En plus d'être de la même famille, il faudrait qu'il y ait le même HLA. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu. Donc, mais la science, quand même, a prouvé. Il y a des personnes qui en bénéficient. Mais comme je vous dis encore, c'est coûteux. Donc, ce n'est pas à la portée de tous. On s'arrête sur ce que vous venez de dire, c'est coûteux, ce n'est pas à la portée de tous. Justement, vous qui êtes habitué des hôpitaux, parce que
vous êtes médecin généraliste, on le dit, vous qui êtes habitué des hôpitaux. Est-ce que, enfin, je pose la question, mais vous avez déjà peut-être, vous avez en partie répondu. Oui. Est-ce que c'est pas évident pour tout le monde de prendre les médicaments liés à la drépanocytose? Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous, médecins, mettez en place pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de prendre certains médicaments? Alors, très belle question, Gilles. Le Mali, c'est un pays formidable. C'est un pays vraiment qui est là pour sa population. Il y a, si vous ne le savez pas, il y a au point G, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, CRLD, oui, qui a été mis en place depuis 2010, qui est fonctionnel. Donc ce centre-là accompagne ces personnes drépanocytaires. C'est un centre spécialisé en fait pour accompagner les personnes drépanocytaires. Tous les soins ne sont pas gratuits, mais la plupart. Et on accompagne, on aide dans le suivi. Et ce centre fait tellement de bons chiffres que l'État a même décidé d'extendre en fait, dans d'autres villes telles que Mopti, de faire également d'autres centres. Mais ce sont des projets qui sont en cours de réalisation. Donc vraiment, l'État malien soutient les personnes drépanocytaires. Ah, c'est une bonne chose, on va dire merci comme ça. Merci. On va dire merci au gouvernement malien de soutenir ces bonnes choses. Alors docteur, j'ai épuisé mon stock de questions. Mais maintenant, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter qui est très important. Une des questions, je m'attendais à cette question. Oui, bien sûr, comment éviter la drépanocytose? Vous savez que la drépanocytose est évitable. Mais c'est l'un des combats que je mène aujourd'hui en faisant cette émission. C'est sensibiliser la population. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est une maladie évitable. Il faut, pour éviter, il faut connaître son électrophorèse de l'hémoglobine. Okay. Je m'en vais pour poser une question là, monsieur Gilles. Est-ce que vous connaissez votre électrophorèse? Est-ce que vous connaissez votre électrophorèse? Normalement, c'est mon émission, c'est moi. Oh non, mais permettez-moi, parce que c'est très important. Je parie que vous n'êtes pas le seul. Même si on pose la question aux téléspectateurs, ils ne pourront pas répondre à cette question facilement. Est-ce que vous connaissez? Ah non, je suis AA. Vous êtes AA, waouh. Bravo Gilles, je suis ravie de savoir que vous connaissez. Comme c'est mon émission et que vous m'avez posé une question, est-ce que vous connaissez? Bien évidemment que je connais le mien. Moi également, je suis AA. Okay. Donc en fait, je pose cette question pourquoi? Parce que l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est un test dans les institutions publiques, ça coûte 6 000 francs. Dans le privé, c'est encore un peu plus cher, on va dire 10 000 francs. Mais dans le public, c'est 6 000 francs. C'est-à-dire que il est important déjà de faire des tests prénuptiaux. Ça, c'est quelque chose, si on le fait, qui va empêcher cette maladie de se répandre. Donc, moi, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous les spectateurs, faites votre test de l'hémoglobine, faites votre électrophorèse, connaissez votre patrimoine. Comme ça, quand vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un, vous allez en fait pouvoir éviter cette maladie-là. C'est important. C'est vrai que quand on veut se marier, il y a la fougue, il y a ça. Du coup, on ne veut pas faire, mais c'est important si vous pensez à l'avenir de votre enfant. Donc, c'est là. Première chose que je veux dire, cette maladie est évitable. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, c'est évitable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites votre électrophorèse de l'hémoglobine dès demain. Allez au centre de recherche de lutte contre la drépanocytose au point G, faire votre test, connaître votre patrimoine génétique et ainsi vous pourrez éviter. Et aussi vos enfants doivent le faire. Comme ça, demain, quand ils vont se mettre en couple avec quelqu'un, ils vont éviter ce genre de maladie. Donc, le conseil que je peux donner, c'est ça. C'est ce qui est le plus important. L'important de faire des tests prénuptiaux et important de faire également, quand l'enfant naît, déjà connaître, faire ce test. Et également, il est important. Une autre chose que je veux dire, parfois, la drépanocytose est tellement visible de par ces personnes ont parfois du mal à prendre du poids et il y a tellement de choses. Donc, ces personnes-là, il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les mettre à part, il ne faut pas les prendre comme des personnes faut pas les mettre à part, mais il faut leur donner beaucoup d'amour parce qu'elles n'ont pas décidé d'avoir cette maladie, elles n'ont pas choisi, on va le dire comme ça. Donc, il ne faut pas stigmatiser
cette maladie. Il faut également, comme j'ai dit, briser le tabou, lutter contre la stigmatisation, même dans la famille. Comme on a vu sur la génétique, il est possible qu'un enfant soit drépanocytaire et l'autre ne soit pas. Donc vraiment, il faut... Des exemples, il y en a plein. Il y en a plein. Donc il faut montrer beaucoup d'amour à ces personnes-là. Donc c'est un peu ça que je peux donner comme conseil, Gilles. Alors, docteur, on a tout dit. On a tout dit. Merci en tout cas. Merci d'être passé sur le plateau de Santé Plus. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite ici à Santé Plus bon courage dans la suite de vos activités. Merci. Je rappelle que vous êtes le docteur Loïs Grasse et que vous êtes médecin généraliste. Et avec vous aujourd'hui, on a parlé de drépanocytose. On a parlé de tous les contours de la drépanocytose. Alors, c'est sur ça qu'on va clore notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut, comme toujours, un plaisir. À très bientôt sur Dark TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.